Et bonsoir. Bon, du coup, moi, c'est Lucas, votre tuteur de pharmacie, dévoué tuteur en pharmacie. Deuxième année en pharmacie, du coup, à Marseille. Euh, je vais vous présenter aujourd'hui l'introduction en chimie thérapeutique. Donc, on va aborder un premier cours qui va être assez important, assez dense aussi, mais il n'est pas très compliqué au final, à la fin. Il y a beaucoup d'informations, mais au final, c'est toujours la même chose. C'est assez logique, on va dire. Il y a beaucoup de récaps de bioche, donc j'espère que vous avez encore en tête les cours de bioche parce que ça va vous servir vraiment. Avec beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses assez intéressantes en vrai dans le domaine pharmaceutique. Donc pour ceux qui veulent faire pharma l'année prochaine, vous allez voir, c'est hyper bien. Puis il y a des cours qui tombent au premier semestre de pharma sur cette partie-là. Donc j'ai passé les partiels hier, aujourd'hui. Et ensuite, on va parler aussi des plantes et médicaments, donc la pharmacognosie, tout aussi importante, très intéressante. Ça va vraiment parler de tout ce qui est drogue végétale et principes actifs, les techniques. Bon, je vous en parlerai vraiment plus en détail pour le cours, la prochaine vidéo. Mais vous allez voir, vous ne tracassez pas trop. Les points généralement en pharmacie sont plutôt faciles à avoir. C'est assez redondant. Et puis on va vous faire vraiment un bon entraînement, donc ne vous inquiétez pas, vous allez gérer, j'en doute pas. Voilà, donc du coup vous connaissez aussi mes co-tutes, hein, Marie-Amélie et Annalisa, vous ont fait les cours sur opération pharmaceutique. Et puis, voilà, pour le moment, petite introduction, voilà, tout cousu. Et on peut commencer du coup à parler de l'introduction à la chimie thérapeutique. Du coup, au niveau du plan du cours, assez banal, hein, définition importante, essayez de les comprendre et puis ça ira. Vraiment, comprenez-les que par cœur parce que par cœur, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui sont redondantes, donc vous allez voir. Ça se retombe même pour les prochains cours, vous allez voir. Ensuite, la conception du médicament, donc tout ce qui va être aspect chimique, l'identification et validation de la cible, la découverte d'une molécule active et ensuite de la molécule active au médicament, donc la partie optimisation. Cette partie, elle est vraiment importante en passe-las. Voilà, vraiment, comprenez-la parce que c'est très intéressant, c'est très redondant. C'est toujours la même chose. Dès que vous avez compris un mécanisme, après, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Et puis, ceux qui veulent faire pharma l'année prochaine, vous allez voir qu'en deuxième année, troisième année, vous allez retomber là-dessus. Donc, essayez de comprendre maintenant. Moi, ça sera des points gagnés faciles au partiel l'année prochaine, même si on dit d'abord passe las. Mais voilà, genre c'est vraiment quelque chose de continu. Ça ne changera pas beaucoup. Et c'est en plus très intéressant. Donc, vous allez voir que c'est vraiment du gâteau en fait. Vraiment, vous allez bien comprendre. À partir du moment où vraiment vous comprenez un peu le cours de chimité, c'est facile. Du coup, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est la chimie thérapeutique. Donc la chimie thérapeutique, du coup, c'est une discipline étudiant la conception et la synthèse de molécules à visée thérapeutique. Définition bête et méchante. Voilà, juste conception-synthèse à visée thérapeutique, c'est de la logique. La chimie thérapeutique, du coup, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire. Donc ça prend en compte la chimie organique, donc pour mettre en œuvre leur synthèse. Ça prend en compte la pharmacologie, donc au niveau de l'étude de leurs propriétés thérapeutiques, de la biochimie, donc permet de comprendre leur mode d'action chez les organismes vivants, mais aussi de mettre en évidence le cycle thérapeutique afin d'agir sur la cible. On a un aspect physico-chimique, donc de caractériser ces molécules et leur comportement vis-à-vis du vivant. Une modélisation moléculaire, donc le but ça va être de modéliser la cible, d'en avoir une vision afin de concevoir la molécule et du coup de permettre de simuler le comportement de la molécule vis-à-vis de la cible. On a une définition biophysique, étude des systèmes biologiques par des méthodes physiques, et la biologie moléculaire, donc comprendre les mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. Bon, là, de tout ce que je viens de vous citer, retenez vraiment que c'est un domaine pluridisciplinaire au niveau chimie organique, pharmacologie, biomol, bioch, physico-chimie, modélisation moléculaire et biophysique. Les définitions après, c'est pour essayer de comprendre, pour un peu cibler, mais vous ne tracassez pas. Vraiment, retenez ces mots-là, c'est très important, mais le reste après, les définitions, enfin, c'est pas très utile. Et ça, du coup, bah voilà, c'est vous, les BG, vous allez passer en P2 parce qu'on va vous voir au P2. Vous allez voir, c'est la meilleure vue la P2. Donc, mais le but du coup de tout ça, c'est quoi? Ça va être de soigner une maladie. La maladie, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une altération de l'équilibre biologique interne d'un être vivant. En gros, la conception d'un médicament elle va permettre de rétablir cet équilibre en agissant soit sur des facteurs génétiques, soit sur des facteurs externes à l'organisme, qui sont
impliqués dans cette altération. Du coup, petite définition du médicament. Voilà, vous avez dû voir en pharmacologie, mais bon, comme on dit, hein, la répétition est à la base de l'apprentissage. Donc le médicament, c'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger, de modifier leur fonction organique. Alors, on a fini avec toutes ces définitions. Voilà, je vous disais, c'était pas très compliqué, hein, c'est plutôt facile. Comprenez-les et ça ira. Mais on va passer à la deuxième étape, donc la conception du médicament, l'aspect chimique. Donc on a la petite frise un peu chronologique pour comprendre un peu tout ce qui va se passer. Première étape, c'est l'identification, validation de la cible. Deuxième étape, donc c'est la découverte de la molécule active. La troisième, c'est l'optimisation. Ensuite, on a les essais précliniques, cliniques et là même la législation. Voilà, donc toutes ces étapes-là, on ne va pas en parler du tout. C'est vraiment tout ce qui a été vu en pharmacologie. C'est censé être acquis, mais bon, dans tous les cas, dans cette matière, on ne va pas du tout en avoir besoin. Nous, on va plutôt s'intéresser à l'étape 1, 2 et 3, qui va être très intéressante et dont on va en parler en long, en large, en travers, croyez-moi. Du coup, la cible. La cible, c'est une structure cellulaire ou moléculaire, donc c'est-à-dire protéines ou acides nucléiques. On parlera simplement de protéines, impliquées dans la pathologie sur laquelle le médicament agit. Voilà, donc du coup, en gros, en fonction de l'objectif recherché, les médicaments n'agissent pas de la même manière. Alors, vous n'allez pas soigner quelqu'un qui a mal à la tête avec un médicament anticancéreux. C'est pas très utile, c'est même un peu dangereux. Mais voilà, c'est vraiment pour vous grossir le truc que chaque médicament n'agit pas de la même manière. Mais dans tous les cas, ça vous le savez, hein. Vous avez mal à la gorge, vous allez prendre un colutoire, vous n'allez pas prendre un paracétamol, ça serait inutile. En fonction de la cible, voilà, c'est pas pareil. Du coup, par contre, pour l'identification et la validation de la cible, il faut obligatoirement. Donc, du coup, pour cette recette partie, je vais vous donner un exemple. Prenez-le avec des pincettes. Vraiment, ne le recopiez pas sur votre brouillon, c'est vraiment juste pour comprendre. Okay. Donc, vous allez à votre foie. Le but, du coup, c'est de faire d'innombrables expériences qui sont réitérables. Donc, vous allez avoir besoin de clonage et expression de la cible. Vous allez prendre des cellules de votre foie, ou d'un foie d'une souris plutôt, et vous allez les mettre in vitro pour pouvoir faire d'autres expériences. Ok. Ensuite, le but de toutes ces expériences-là, c'est de les quantifier. Donc, en fonction d'un ligand que vous allez mettre sur votre foie, si c'est du foie ou de la cible, vous allez devoir du coup vous demander qu'est-ce qui va marcher, comment ça va marcher. Donc, vous allez mettre plusieurs médicaments, plusieurs ligands sur votre cellule, et en fonction des résultats, vous allez les quantifier, vous allez les noter sur un cahier. Ensuite, une capacité à se lier à une petite molécule, c'est-à-dire que votre cible ait la capacité de se lier à une molécule. Il ne faut pas que vous mettiez une molécule hydrophile avec un organe qui est lipophile. Du coup, l'un dans l'autre, ça n'ira pas. Enfin, il y a plein de techniques pour optimiser, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment que le ligand arrive à se lier à la molécule, à la cible, excusez-moi. Et la capacité de la petite molécule à moduler l'activité de la cible. Le but du médicament, c'est d'avoir une activité thérapeutique. Donc, si votre molécule, votre ligand, vous le mettez sur une cible et que ça n'a aucun effet thérapeutique, aucun effet quelconque, ça ne marchera pas. Le but, c'est que votre médicament puisse moduler l'activité du foie. Donc j'espère que c'est tout bon. J'ai vraiment essayé de dégrossir un peu la chose pour mieux comprendre ces 4 points. Ils sont hyper importants. Dans tous les cas, dans ma fiche, vous allez voir que ça se voit que j'ai vraiment fait beaucoup de tableaux pour que ça soit plus facile à reconnaître, tout ce qui est vraiment très important. Donc voilà, mais vraiment ça, ces 4 points, c'est hyper important. Ensuite, donc, on va parler de l'interaction entre un médicament et sa cible. Donc l'objectif de l'étude, afin de caractériser la cible thérapeutique, il faut étudier les interactions entre cette petite molécule, ligand ou médicament et sa cible. Donc, dans le but de tout ça, d'avoir des interactions plus sélectives vis-à-vis des différentes cibles. Voilà, c'est-à-dire il faut vraiment une sélectivité irréprochable du médicament envers sa cible. Il ne faut pas que le médicament aille se lier à une autre cible, parce que du coup vous allez avoir un effet délétère, beaucoup trop d'effets indésirables, ça ne sera pas bon. Il faut une augmentation de l'activité du médicament. Donc il faut vraiment avoir un médicament qu'on le chope généralement dans les drogues végétales,
à une petite quantité. Le but, c'est de l'amplifier pour avoir une grosse quantité, du coup, ben, d'être profitable à la fin. Donc d'avoir un maximum d'activité. Et ensuite, bien évidemment, une diminution des effets secondaires indésirables. Voilà, pour pas blesser le patient après, c'est pas utile, vous allez avoir beaucoup trop de problèmes, et puis c'est pas le but. Et là, c'est ma petite partie préférée parce que j'adore la bioche, et du coup, on va parler des enzymes, c'est trop bien. Non, bref. Voilà, donc vraiment, c'est la partie un peu, vraiment par cœur à comprendre. Il y a beaucoup de par cœur, on va être dans le premier cours, mais celui-là en fait partie. Voilà, c'est un peu, c'est des trucs que vous avez vu au S1, généralement c'était facile. Moi, je m'en souviens, j'adorais la bioche. Pour moi, c'était un cours que je voyais très rapidement. Mais bon, on va quand même reparler un peu des enzymes parce que c'est très important. Les enzymes, du coup, sont les catalyseurs de la vie. En leur absence, les réactions chimiques qui se produisent au sein de l'organisme seraient trop lentes pour être exploitables. Le but, c'est d'avoir des réactions qui se font hyper rapidement. Donc, sans enzymes, vous allez avoir des réactions qui vont se mettre 20 ans au niveau des recherches. Déjà, ça met trop de temps à créer un médicament. Alors, si en plus d'enlever les enzymes, on n'est pas rendu. Donc, le but, voilà, c'est de booster les réactions et d'avoir quelque chose qui se fait rapidement. Les enzymes, donc les processus enzymatiques, je veux dire, sont réversibles. C'est hyper important, retenez-le, gravez-le sur votre front. Ils sont réversibles. Ne mettez pas irréversibles. Je sais que si vous le faites, vraiment retenez-le, je vais le faire tomber au tutorat, je vais vous le faire tomber à tous les EB que je peux faire au niveau des pièges. C'est des processus réversibles. Ça tombe très souvent. Voilà, à noter. Il y a une complémentarité enzyme-substrat. En effet, les substrats s'ancrent à l'enzyme au niveau du site actif. Voilà, encore du blabla du S1. Voilà. Vous retenez juste substrat plus enzyme au niveau du site actif. Basta. Mais du coup, qu'est-ce qu'une enzyme? Une enzyme, comme on l'a dit, va augmenter la vitesse des réactions biochimiques. Les enzymes se retrouvent intactes à la fin du processus enzymatique. Une enzyme qui est entière au début du processus se retrouvera entière à la fin du processus. Certes, elle pourra subir des modifications au cours de la réaction, mais elle sera toujours au même état entre le début et la fin. Les enzymes offrent une surface propice à la réaction biochimique pour que la réaction se déroule dans les meilleures conditions. Elles affaiblissent les liaisons à rompre. Là. Et elles obligent les réactifs à se rapprocher et à se positionner correctement pour atteindre les configurations exigées par l'état de transition. L'état de transition, en gros, c'est la barrière énergétique à atteindre. Je ne l'ai pas mis là, mais du coup, il me semble que dans votre cours d'enzymo, vous avez une courbe. Je vais essayer de la retrouver d'ailleurs pour mettre. Je vais la mettre sur la fiche, je ne l'ai pas mise. Et vous avez une barrière, donc la barrière énergétique à atteindre. Et en gros, vous mettez, plus elle est haute, excusez-moi, plus vous allez mettre de temps à l'atteindre sans enzyme. Donc le but de l'enzyme, voilà, c'est, comme on l'a dit, d'augmenter la vitesse de réaction. Et du coup, d'obliger les molécules et les enzymes à aller plus vite au niveau et à l'atteinte de cette barrière énergétique. Là, du coup, petit schéma pour comprendre un peu tout ce qui était enzyme. Donc là, on observe les interactions enzyme-substrat, donc selon un processus réversible. Vraiment, je vais vous faire chier avec ça, mais vraiment retenez réversible. Le substrat est transformé en produit, et le produit, du coup, pourra lui-même peut-être devenir le substrat de la réaction enzymatique prochaine. Voilà, c'est vraiment pour comprendre, voilà, enzyme-substrat, il s'ancre, suivant les modèles, hein, ça c'est de la bioche, ça produit la réaction le produit et ensuite du coup ce même produit du coup pourra devenir un prochain substrat. Voilà. On va parler maintenant des récepteurs. Les récepteurs sont des macromolécules protéiques localisées dans une petite région de la cellule. Voilà. C'est pas une petite région micromoléculaire, c'est bien macromoléculaire, des grosses molécules. Les récepteurs interagissent avec la partie chimique du médicament qui va être responsable de l'activité pharmacologique. Et les récepteurs permettent aux différents systèmes de l'organisme de communiquer entre eux. Donc là, encore une fois, on a un petit schéma pour essayer de comprendre. On a le ligand avec le récepteur. Le but, c'est d'avoir une certaine reconnaissance afin de transcrire et d'amplifier. Je sais pas, voilà, c'est un petit schéma à comprendre.
pour être sûr que le schéma ne tombera jamais aux examens, en partiel. Mais voilà, c'est bien d'avoir un peu d'avoir une petite image pour comprendre, c'est toujours ça de prix. Et c'est parti pour de nouvelles caractéristiques, cette fois-ci des récepteurs. En gros, les récepteurs ils peuvent être situés au niveau membranaire ou endoplasmique. Leur structure tridimensionnelle va dépendre de l'environnement cellulaire. Donc, les récepteurs membranaires se situent dans les zones très hydrophobes de la membrane. Et endoplasmiques, les récepteurs endoplasmiques se situent dans le cytoplasme, donc plutôt hydrophile. Mais mot tout bête, hein, endoplasmique, il y a plasme, donc cytoplasme, hydrophile, et membranaire, hydrophobe. Bon, prenez-le, faites ce que vous en voulez. Bah, ça a marché comme mes mots, voilà. On ne sait jamais, hein, en temps donné. Il faut savoir aussi que l'isolement d'un récepteur est très difficile du fait de l'ultracentrifugation. En gros, dès qu'on sort la protéine de son environnement, on risque de perdre sa fonction et sa conformation. C'est assez compliqué d'étudier un récepteur. On le fait, hein, mais c'est très compliqué. Il faut vraiment faire les bonnes manipulations. Pour ça encore, on ne rentre pas dedans. La caractérisation du coup des récepteurs va dépendre d'une étude in vivo, ex vivo, in vitro de leur interaction avec des substances endogènes ou exogènes de haute radioactivité spécifique, comme l'hydrogène, le carbone et l'iode. Des atomes très radioactifs, hein, qu'on ne retrouve pas naturellement dans la nature. Encore heureux parce que là, 25, c'était pas ouf. Et du coup, on a une production de récepteurs clonés par des techniques de génie génétique, dont le but, encore une fois, c'est d'avoir un maximum de récepteurs pour faire un maximum d'essais et du coup un maximum de diminuer les erreurs. Vous allez encore plus vite. Donc si on avait beaucoup de cibles, beaucoup d'enzymes, beaucoup de récepteurs, voilà, le tout c'est vraiment d'aller vraiment le plus vite possible. Bon là du coup on va parler sur la partie la plus infâme. Je suis vraiment désolé d'avance, mais vraiment c'est hyper chaud à comprendre. Vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller sur le forum. En plus, je vois que je suis un peu emmerdé, excuse-moi, au niveau de la vidéo. Ça me prend un peu la place. Donc je vous mettrai dans tous les cas le diapo et la fiche complète sur le forum. Vous allez check et vous allez tout trouver. Mais bon, je suis un peu dégoûté quand même. Je vais bien expliquer pour effacer ça. On va parler du coup maintenant des caractéristiques d'un ligand. Donc en suivant l'affinité du ligand, l'activité intrinsèque et l'activité thérapeutique. Donc on l'a dit, un ligand, ça va être une petite molécule d'un médicament dont le but, ça va être de le rapprocher de sa cible afin d'avoir la meilleure interaction possible, une meilleure sélectivité, spécificité. L'affinité du ligand, du coup, c'est l'aptitude du ligand à se fixer à la cible. Voilà. Donc plus le ligand a une affinité envers la cible, mieux la réaction chimique et l'application thérapeutique sera. Cette affinité est due aux propriétés géométriques et électroniques du ligand. Vraiment, retenez-le bien. Moi, j'ai mis des codes couleurs sur la fiche, j'ai encore mis des codes couleurs sur le diapo. C'est facile de se tromper entre affinité et affinité intrinsèque. C'est facile de se tromper entre activité intrinsèque et activité thérapeutique. Voilà, vraiment, retenez-le. L'affinité du ligand est due aux propriétés géométriques et électroniques du ligand. En gros, quand on va vouloir développer la substance médicamenteuse, c'est sur ces propriétés-là qu'on se focalisera pour comprendre la relation entre structure et affinité. Au niveau de l'activité, donc l'affinité intrinsèque, elle correspond cette fois-ci aux agonistes, antagonistes ou mixtes. Donc c'est l'activité pharmacologique qui est mesurée directement sur la cible. En gros, on va faire des études en passant par l'organisme, par un organe, sur la cible. Donc cette activité intrinsèque, elle est mesurée directement sur la cible. Ça va dépendre des propriétés physico-chimiques du ligand. Et ça va dépendre aussi en suivant la stimulation ou l'inhibition des processus physiologiques. Donc suivant si le ligand est acido ou basique, acide basique, s'il est hydrophile hydrophobe, ça c'est les physico-chimiques, et en fonction si le ligand va stimuler, donc va avoir une activité croissante envers la cible, ou s'il va inhiber les processus physiologiques.
Et l'activité thérapeutique, alors vraiment faites bien la différence. Cette activité thérapeutique est différente de l'activité intrinsèque. Même chose, marquez-le où vous voulez, sur n'importe quel papier que vous allez avoir, même sur votre bras, vraiment retenez-la, ça va tomber, ça risque de tomber au partiel. Voilà, si vous êtes prévenu. Hein. Donc l'activité thérapeutique, c'est l'activité que l'on mesure in vivo sur l'ensemble de l'organisme. Petit mémo tout bête, quand vous allez soigner quelqu'un au niveau thérapeutique, vous allez soigner ces maux dans l'ensemble de l'organisme. Vous allez pas... Le but, c'est de soigner un organe, mais si cet organe est défaillant, c'est l'organisme entier, donc l'ensemble de l'organisme qui est défaillant. L'activité thérapeutique, c'est sur l'ensemble de l'organisme. Cette activité thérapeutique est la résultante de toutes les interactions avec les différentes cibles de l'organisme. Donc on va maintenant parler de l'interaction entre le ligand et sa cible. Il faut bien comprendre que l'interaction ligand-cible est un phénomène qui est dynamique, c'est pas quelque chose qui est statique, c'est logique. Si votre médicament rentre dans le corps et qu'il rien ne se passe, il n'y a pas trop d'intérêt. Le but, c'est que ça bouge un peu dans l'organisme. Voilà, c'est pas quelque chose qui est figé. Quand les ligands s'approchent de la cible, il va y avoir une induction de la complémentarité. Le ligand et la cible possèdent un certain degré de liberté qui va leur permettre de modifier leur conformation et d'induire cette complémentarité. Donc les cibles biologiques sont des édifices polyatomiques complexes qui prennent leur forme grâce aux liaisons faibles, aux liaisons covalentes interatomiques. On va parler du coup maintenant des liaisons covalentes peptidiques. C'est voilà, quelque chose que vous avez vu en bioche, qui est censé être acquis. C'est pas très compliqué, ça risque pas trop de tomber, mais bon, voilà, on le revoit, on sait jamais, et puis bon, au moins, mieux vous connaissez cette chose, et mieux vous allez réussir, et basta. Mais voilà, ça rafraîchit un peu la mémoire pour la bioche, et puis la bioche est trop bien, donc on fait jamais cette bioche. La liaison covalente qui sera déterminante de la structure des protéines est la liaison peptidique. La liaison peptidique, du coup, qui permettait la liaison d'acides aminés, était pour les protéines, c'est ça. Ouais, merci. Donc la liaison peptidique se met en place entre deux acides aminés, entre la fonction carboxylique d'un acide aminé et la fonction amine d'un autre acide aminé. Voilà, vous avez bien la fonction COOH, NH2 entre entre plusieurs acides aminés, hein, c'est la fonction de départ et la fonction N-terminale. On aura du coup un enchaînement d'acides aminés qui sera la résultante de cette réaction. Une liaison peptidique est une fonction amide primaire, c'est elle qui structure toute la protéine. Amide primaire, amine, vous voyez où je veux en venir, à un niveau des pièges. La structure de base des acides aminés est caractérisée d'une part une fonction carboxylique, d'autre part une fonction amine primaire, et la chaîne latérale. C'est cette chaîne-là qui va du coup différencier chaque acide aminé. Donc entre fonction carboxylique, entre fonction amine, entre fonction thiol, entre des phénols, entre des cycles aromatiques. Voilà, c'est vraiment cette chaîne latérale R qui va différencier un acide aminé. Une tyrosine ne sera pas la même chose qu'un glutamate de par la chaîne latérale. Donc l'acide carboxylique COH, NH de l'amine et la chaîne latérale sont portés par le même carbone qui est un carbone asymétrique. Bon, ça c'est en chimie, vous allez voir après avec Colin et Alexandre. Au niveau des acides aminés du coup qui sont propres à l'homme, on va avoir deux types. Encore une fois, c'est de la bioche, ça risque, c'est jamais tombé. La prof en parle jamais en cours. Ça fait 2 ans qu'elle n'en a pas parlé. Je vous le mets quand même parce que bon, c'est une tradition de mettre tout ce qu'on peut, mais clairement, c'est un peu bullshit. Surtout qu'il y a beaucoup de contradictions entre la bioche et ce cours-là, notamment pour l'arginine. Vous allez, enfin voilà, du coup, elle a clairement mis qu'elle n'était pas essentielle. Enfin, du coup, je vais faire tomber un QCM ou deux vraiment histoire de dire que je l'ai fait tomber, mais pour le coup, voilà, la prenez pas vraiment. Retenez voilà, les plus essentiels. Vous avez le mémo, hein, le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iset, voilà, avec histidine à la fin. Mais vraiment, le retenez pas plus que ça, c'est pas très utile. Puis normalement, c'est du acquis, du S1. Si jamais c'est pas acquis, voilà, je l'ai quand même marqué, hein, mais pour le coup,
Si jamais vous fait tomber ça par parcelle, vous avez le droit de me goumer, je vous l'autoriserai, mais entre nous, il y a très peu de chances que ça arrive. Du coup, dans notre enchaînement de parler beaucoup de pioche, nous sommes à la quatrième partie. Non, pour le coup, voilà, on va encore revoir des notions de pioche. Là, notamment les structures primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires. Voilà. Après, faut le voir, c'est important, et puis c'est de la raison et la logique. Bon, voilà, hein. C'est parti. Donc, la structure primaire, ça va être l'épine dorsale peptidique, l'enchaînement des acides aminés. On rappelle, dans la structure primaire, la molécule est plate, comme Nabila avant la chirurgie. Voilà, c'est pareil. Et du coup, l'épine dorsale, du coup, elle va mettre l'enchaînement de tous les acides aminés. Donc, alanine, aspartate, glutamate, voilà. À la suite, c'est ça, l'épine dorsale. La chaîne latérale, R, donc celle qui donne donc du coup la structure, enfin, leur fonction à la protéine, sont de part et d'autre de l'épine dorsale peptidique. Dans la structure des acides aminés, on aura des fonctions chimiques communes qui leur confèrent du coup de la propriété d'interagir les unes avec les autres. Évidemment, on a plusieurs molécules, enfin on a plusieurs acides aminés dans la même structure, et le but c'est qu'elles interagissent. Donc le but ça va être qu'elles interagissent ensemble et pas qu'elles aient des interactions attractives et pas répulsives. Ces interactions vont aboutir à une liaison covalente peptidique pour former cette épine dorsale, qui permet d'avoir du coup in fine la structure primaire de la protéine. Donc là, on a comme exemple la méthancéphaline. Bon, c'est pas à connaître, hein, vraiment pour le coup, pas du tout à connaître. Mais on nous fait remarquer que les liaisons peptidiques constituent l'épine dorsale de cette structure primaire, de part et d'autre, de laquelle se positionnent les résidus ou les chaînes latérales d'acides aminés. Alors, on a bien l'épine dorsale et on a les résidus des acides aminés. Mais vraiment ça, c'est un exemple, hein. Pas à prendre pour le coup, non. Alors maintenant, on va parler de la structure secondaire. Et comme on se rappelle en bioche, dans la structure secondaire, on a l'hélice alpha et le feuillet bêta. Ouais. Bref, moment gênant. Du coup, l'hélice alpha, donc ce sont les liaisons hydrogènes qui sont orientées selon l'axe de l'hélice, les chaînes latérales pointant en dehors et perpendiculairement à cet axe. Donc on a, je vais essayer de dessiner, non pas dessiner, c'est pas une bonne idée, vous allez rien comprendre, ça va être pire. Mais du coup vous avez l'axe de l'hélice, les chaînes latérales pointent en dehors et perpendiculaires à cet axe. Les doublés non liants de l'atome d'oxygène, de la fonction carbonyle, de la fonction peptidique sont accepteurs de liaison d'hydrogène. Retenez que les doublés non liants de l'atome d'oxygène sont accepteurs, alors que la fonction amine est donneuse de liaison d'hydrogène. Bon ça du coup cette partie-là du cours, ça sera dans le prochain cours. Voilà, ça vous fait une petite vue d'ensemble de ce que vous allez avoir prochainement. C'est de la logique. Les liaisons hydrogènes, du coup, se mettent en place entre l'accepteur et le donneur, pour avoir une complémentarité. Le feuillet bêta, c'est une superposition de deux chaînes protéiques antiparallèles. Les liaisons hydrogènes vont se faire entre les deux chaînes, entre deux fonctions peptidiques complémentaires, comme pour l'hélice, entre une amine et un carbonyle. Les chaînes latérales R sont perpendiculaires au feuillet. Les carbones alpha se trouvent au niveau des crêtes et creux du feuillet. Bon, ça c'est ce que je viens de dire, c'est assez important. Retenez-le. Non, vraiment. En gros, vous avez votre feuillet et les chaînes latérales du coup perpendiculaires à ce feuillet, avec des carbones alpha qui vont se retrouver au niveau des crêtes et creux du feuillet. En gros, ils vont se mettre au niveau des extrémités. Du coup, je passe vite fait je passe vite fait là-dessus. Voilà, c'est juste pour bien différencier entre le feuillet et l'hélice et qu'on n'a pas de structure définie. C'est quelque chose d'assez amorphe, assez à la wall again, hein, clairement. Là, on a bien l'hélice alpha avec les liaisons hydrogène perpendiculaires à l'axe du feuillet. Et on a bien du coup à l'axe de l'hélice. Oh putain. Et moi je m'embrouille, n'importe quoi. Et on a bien le feuillet avec les chaînes latérales perpendiculaires à ce feuillet. Mais le prenez, enfin, voilà, c'est vraiment un titre d'exemple. Donc du coup, on va parler maintenant de la structure tertiaire. Donc elle résulte de l'interaction des liaisons faibles et plus particulièrement des liaisons hydrogènes, en sachant que du coup les liaisons hydrogènes font partie des liaisons faibles et que toutes ces interactions
ont permis de produire la structure tertiaire. Les liaisons hydrogènes se forment entre les chaînes latérales des acides aminés en différents points de la structure secondaire. La structure tertiaire, c'est la forme fonctionnelle, la forme finale, avec laquelle le ligand va rentrer en interaction. Donc il faut donc connaître sa structure tertiaire pour agir le plus efficacement possible sur la cible. On n'a pas de structure tertiaire, on n'a pas de protéine qui sera fonctionnelle, pas de protéine qui sera efficace, on ne pourra pas l'utiliser. Le but de la protéine, c'est de produire cette structure tertiaire. Allez, c'est bientôt la fin, je me sens vraiment au bout, enfin je vous vois pas, mais je vous sens un peu HS. Tout va bien se passer, c'est bientôt fini, c'est la dernière diapo. Du coup, maintenant on a la structure quaternaire. La structure quaternaire, du coup, on va avoir une association de liaisons faibles qui va permettre d'additionner deux ou plusieurs structures tertiaires. En gros, une structure tertiaire plus une liaison faible, plus une structure tertiaire, plus une liaison faible, plus une structure tertiaire, ainsi de suite. Tout ça, on va avoir une structure quaternaire. On rappelle bien, la structure quaternaire, elle n'est pas obligatoire. La protéine n'est pas obligée de la faire. C'est quelque chose qui est, ça dépend. On n'est pas obligé de la faire. À partir du moment de la structure tertiaire, on peut s'arrêter là. Mais elle peut également faire la structure quaternaire. On a comme exemple l'hémoglobine qui est composée de 4 sous-unités avec le cycle porphyrique qui permet l'interaction avec l'oxygène. Exemple, encore une fois, ne l'apprenez pas. La prof le dit, ne l'apprenez pas, ne l'apprenez pas pour comprendre. Et on a aussi, lors de la cristallographie, on va obtenir des coordonnées cristallines que l'on peut utiliser lors de la modélisation moléculaire. On peut retrouver du coup ce genre d'image dans des banques de données comme le PDB, le Protein Data Bank. Encore une fois, voilà, c'est pour mettre un peu, pour vous sortir un peu du cadre formation plus du cours, mais c'est un peu, voilà, vous m'avez compris. Bon, du coup, on en a fini sur ce cours. J'espère que vous n'avez pas trop fait chier. J'espère que ça allait, que vous avez bien compris. Si jamais vous avez la moindre interrogation, la moindre question, n'hésitez vraiment pas à aller sur le forum. On est là pour ça. Si vous avez même des questions, je suis souvent à Nice, hein, pour le coup, je reviens très souvent. Donc j'ai toujours bossé à la BU. Si vous avez des questions, vous voyez, non, n'hésitez pas, hein, pour le coup, je suis là pour ça. Mes co-tutes, tous les tuteurs sont là pour ça. Et voilà, tout va bien se passer. Du coup, ce que je vous ai dit du coup au début, il y a le prochain cours de chimie thérapeutique. En ayant fait la fiche, en ayant moi-même bossé le cours durant ma deuxième année, il y a encore d'autres notions qui sont assez fat, assez un peu. Quand on comprend pas, quand on n'arrive pas à le cerner, c'est un peu compliqué à le mettre sur. Enfin, à le comprendre, on va dire. Et du coup, j'aimerais savoir, je vais vous poster un avis. Donc, à partir du moment où la vidéo sort, je vais vous poster un avis sur Facebook et vous allez me dire si vous préférez avoir une SDA de ce cours. Donc, soit on va la faire pendant la tutre rentrée si on arrive à caler un créneau, pourquoi pas. Soit on arrive du coup pendant le semestre. Je pense qu'on va le faire vraiment assez rapidement, fin janvier, début février, pour vous faire vraiment une SDA de ce cours-là. Du coup, ça serait le deuxième cours, parce que le troisième cours, il est assez facile à comprendre, donc le deuxième cours, il est vraiment assez infâme. Donc c'est la première fois que la pharmacie fera une SDA, vraiment pour le coup, soyez contents. Ou alors, je peux vous faire un truc tout bête, je vous fais une fiche explicative vraiment la plus... Voilà, vous allez avoir en fait une fiche complète de ce cours, puis à côté une fiche explicative. À partir du moment où la vidéo sort, je vous ferai un genre bah, comment ça s'appelle, le Google Doc, où voilà, vous pouvez remplir votre opinion. Au moins, du coup, tout le monde sera content en fonction de la réponse. Et ça sera quelque chose d'unanime. Je ne veux pas faire une SDA alors que vous en foutez clairement du cours. Je peux pas vous faire une fiche alors que vous n'allez pas comprendre. Ça va vraiment dépendre de vous. C'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour vous que je vous fais les cours. Donc, pour le coup, voilà. Donc, ça serait bien de me dire, si jamais vous voulez vraiment voir de quoi parle le cours, regardez les Ronéo de l'année dernière, ou regardez le forum de l'année dernière, vous allez avoir le cours un peu de comment il est un peu décortiqué. Si jamais vous êtes intéressé, bah, dites-moi. Au moins, du coup, on sera bon. Et du coup, l'avantage, c'est que la SDA se fera, on l'espère, je peux, en live. Enfin, du coup, en live,
en présentiel, ou alors en live Zoom, Discord, mais on verra. Voilà, du coup, je vous fais de gros bisous et on se voit prochainement pour les plantes et médicaments. Allez, la bise, les refs.